Mercredi, la Fed, la Réserve fédérale américaine, devrait a priori, sans surprise, maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel. L'enjeu de cette réunion est donc, on l'a compris ailleurs notamment dans les commentaires que devrait faire Jérôme Powell. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. On va vite évacuer le truc. Tout plaide évidemment pour que la Fed ne touche pas à ces taux, évidemment. Oui, pour le moment, il n'y a aucune inquiétude de cette espèce-là. On aura demain les chiffres de l'inflation. Ah oui, l'inflation, c'est vrai ça. Ouais, demain, donc on ne sait jamais, on peut avoir quelque chose de délicat, mais a priori, on va avoir une hausse un petit peu plus importante que celle qu'on avait eue le mois précédent, mais ça devrait absolument pas changer. On était autour de 3%, c'est ça? Oui, on est autour on était autour de 3% en octobre. On devrait avoir une petite réaccélération, mais notamment aussi pour des phénomènes techniques qui devraient se mettre en place. Donc on attend un chiffre un peu plus élevé que ce qu'on avait le mois précédent, mais sans que ça vienne heurter du tout la sans doute décision de ne pas monter ses taux pour la Fed. Ce qui est non pas une surprise, mais qui est quand même un changement par rapport à ce qui était attendu en septembre, parce qu'en septembre dernier, la Fed avait annoncé, 12 gouverneurs avaient indiqué qu'ils allaient encore monter les taux avant la fin 2023, ce qui n'aura pas eu lieu. Donc implicitement, on a déjà une baisse de taux qui est impliquée dans le marché, et on pourrait avoir aussi, c'est ça qui va être le plus attendu lors de cette réunion, ça va être les projections qui vont être faites par la Fed, aussi bien en termes d'inflation, de croissance, mais également en termes de projections sur les taux d'intérêt. Et donc on va être curieux de voir effectivement qu'est-ce qui va être projeté par les gouverneurs pour voir ce qui pourrait nous attendre pour l'année 2024. Il y a ce chiffre d'inflation effectivement qui va sortir demain. Après, il y a les créations d'emplois qu'on a eu vendredi. 200 000, un peu en dessous de 200 000 créations de postes en novembre, à relativiser, on dit certains, parce qu'il y avait des retours de personnes qui étaient en grève dans le secteur automobile et chez les scénaristes. Il y a ça, on a dit que finalement c'était pas aussi fort parce qu'il y avait beaucoup d'emplois, des créations d'emplois gouvernementaux, etc., etc. Le chiffre, il n'est pas si bon que ça au final. Non, le chiffre, il reste bon. En fait, on avait, avant la réunion de la Fed, on devait avoir les chiffres effectivement de l'activité économique qui pouvaient être reflétés justement par ce chiffre de l'emploi. Il est sorti à 199 000 créations d'emplois. Sur la moyenne des 3 derniers mois, on est à 204 000, ce qui est très confortable. Par contre, si on prend uniquement les emplois privés en moyenne sur les 3 derniers mois, là on est à 145 000, ce qui reste encore un bon chiffre, qui est conforme à ce qu'on pouvait avoir entre 2015 et 2019, donc il n'y a pas de système d'alarme qui serait déclenché du côté de la Fed sur le niveau d'activité. Donc bon chiffre à la fois sur l'emploi, même privé, une inflation qui rebondit un petit peu. Est-ce que quelque part, la contrepartie d'avoir un statu quo, c'est d'avoir un discours peut-être qui serait plus faucon de la part de Jérôme Powell que ce qu'attend Wall Street? Pas forcément, parce que même si le chiffre d'inflation peut être un petit peu plus élevé que ce qu'on avait le mois précédent, en fait, on a eu une baisse assez conséquente sur les derniers mois. Donc ça suffit d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des projections qui avaient été faites au mois de septembre qui s'attendaient à 3,3% d'inflation sur l'inflation headline et de 3,7% sur l'inflation core. Or, on devrait avoir une baisse de 0,3 environ sur les deux mesures, donc passer à 3 et à 3,4, ce qui est donc en fait une prévision d'inflation. 3,4%, c'est l'inflation sous-jacente. Sous-jacente, c'est ça, sur la moyenne des 3 derniers mois de l'année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait une baisse de l'inflation. Par contre, du côté de la croissance, on va avoir encore une révision à la hausse. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, ils attendaient 2,1% de croissance sur la fin de l'année. Or, on est déjà à 2,3% seulement en prenant le troisième trimestre. Non, mais c'est idéal quelque part pour Jérôme Powell. Il a plus de croissance et moins d'inflation. C'est absolument parfait. Enfin, encore une fois, c'est quand on regarde ce qui a été fait pendant cette période-là, on a le plus gros choc d'offres avec le Covid, on a le plus gros choc de demande, tout ça depuis 1945, avec les injections qui ont été faites au côté budgétaire et côté monétaire. On a ensuite la crise énergétique et malgré cet ensemble de chocs qui sont vraiment sans précédent depuis 1945, on arrive à une situation où la Fed arrive à faire baisser le niveau d'inflation sans avoir d'impact du tout sur le niveau de croissance. Quand on pense à ce qui s'était passé dans les années 80, on avait eu ce choc d'inflation, on a eu besoin d'avoir un taux de chômage qui revenait au-delà de 10% pour pouvoir le contenir. Aujourd'hui, on est au plein emploi et malgré ce plein emploi-là, on arrive à faire revenir l'inflation à un niveau acceptable. Donc la situation est absolument parfaite pour la Fed et on peut dire, enfin, pour le moment en tout cas, on peut saluer le travail qui a été fait parce qu'encore une fois, c'est absolument parfait. Ouais. Après, il y a le 10 ans américain. On est à 4,20% sur les emprunts souverains, sur les bons du Trésor américain à 10 ans. Je me dis quand même 4,2%, ça fait comme pas les affaires de la Fed. Ça, hein. Alors, c'est là où je me dis qu'il faut que peut-être que la Fed ne relâche pas trop la pression. Oui et non, parce qu'elle constate quand même qu'on a cette décélération de la croissance aux États-Unis. On a eu un chiffre très fort au Q3, mais on a quand même une décélération qui est en train de se mettre en place. Donc pour le moment, le fait d'avoir des taux longs qui baissent un petit peu, qui sont équivalentes à peu près à 3 baisses de taux sur l'espace d'un mois. Ça donne un bol d'oxygène sans qu'elle ait à toucher à ses taux directeurs. Elle n'a pas besoin de toucher à ses taux directeurs. On a un marché qui souffle un petit peu, qui peut soutenir effectivement l'investissement à long terme. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui peut se passer l'année prochaine. Et là, on a deux scénarios. Soit pour les marchés, pardon, c'est très très clair. Pour les marchés, il y aura des baisses de
taux de la Fed en 2024. Alors combien? 50, 80, 100 points de base, mars, mai, septembre. Mais voilà, les marchés en ligne, c'est 100 points de base de baisse de taux. Pour la Fed en 2024. Est-ce qu'il va, le rôle de Powell, de Jérôme Powell, c'est de peut-être aussi un peu de calmer, entre guillemets, calmer un peu ses attentes des marchés en matière de baisse de taux? Il peut le faire de façon, à mon avis, assez intelligente, qui serait, en fait, le marché est en train d'estimer qu'on va avoir une décélération plus forte de l'économie américaine que ne le pense la Fed. Cette décélération plus forte de l'activité forcerait la Fed à baisser ses taux. Voilà, forcerait la Fed à baisser ses taux plus rapidement. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est que donc, la Fed est forcée parce que le dégât qui est causé à l'économie est trop important. Ça, c'est le premier scénario. Le scénario de la Fed est un petit peu différent. Il considère que l'impact de leur hausse des taux sur le niveau d'activité va être moindre que ce que anticipe le marché et que leur baisse de taux ne sera pas réalisée par une baisse de l'activité qui les forcerait à agir, mais simplement parce qu'on aura un retour normal de l'inflation à un niveau qui soit acceptable. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a aucune raison. Pour autant que l'activité ne décroche trop. Voilà, sans décrochage de l'activité. Donc le prolongement de la tendance actuelle. C'est ça, ce serait vraiment le self-landing absolument parfait. Donc on a deux scénarios, on a une défiance de la part du marché qui pense qu'on va avoir un ralentissement de l'activité qui sera plus marqué que ne le pense la Fed, et la Fed qui pense que tout va bien se passer et qu'on aura simplement une baisse de taux qui sera provoquée par une inflation qui revient dans son lit. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la Fed, notamment Jérôme Powell en conférence de presse, sur ces possibles baisses de taux? Il va prendre position? Non? Il va l'évoquer? Il va dire c'est trop tôt pour en parler? Il va dire on en a parlé entre gouverneurs? Il va dire quoi? Alors, lui, il est là pour refléter le consensus du board de la Fed avec une vision qui sera sans doute un peu plus hawkish, un peu plus faucon, donc qui va aller moins vers une baisse de taux que ce qu'on a pu avoir comme déclaration au cours des dernières semaines. Ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on a le gouverneur qui, à mon avis, est le plus important après Jérôme Powell, qui s'appelle Christopher Waller, a indiqué, et qui est pourtant un faucon, avait indiqué que s'il avait des chiffres d'inflation qui sont conformes à ce qu'on avait sur les derniers mois, pour 3, 4, 5 mois, on sera en position de baisser les taux. Et donc c'était vraiment un signal, et c'est ce qui a envoyé d'ailleurs le marché des taux vers le bas, c'est qu'on a un des gouverneurs qui est le plus important dans le dispositif, qui annonce que le simple recul de l'inflation sur la dynamique qu'on a actuellement permettrait de baisser les taux pour l'année suivante. Bon voilà, donc mercredi on va apprendre des choses. Mercredi, on aura beaucoup la surprise, ça pourrait être quoi? On finit là-dessus, mercredi. Je ne pense pas qu'on puisse avoir véritablement de surprise. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment les projections qu'ils font en termes de croissance et d'inflation. La surprise, ce serait d'avoir encore des croissances qui soient révisées à la hausse, alors qu'on a, si je prends la prévision qu'on avait en décembre 2022, on anticipait une croissance de 0,5% pour les États-Unis. On devrait terminer entre 2,5 et 2,7%. C'est-à-dire que la croissance a été beaucoup plus importante que ce qu'on avait anticipé. C'est énorme. C'est énorme, alors que l'inflation qui était prévue à la fin de l'année dernière va être plutôt conforme à ce qu'on va avoir à la fin de l'année. Ce qui est très différent de ce qui se passe à la BCE, où la croissance est plus faible que ce qui était attendu, où l'inflation est plus faible que ce qui était attendu. Donc c'est une situation qui est tout à fait différente avec celle de la Fed. Et pourtant, la BCE continue d'agir comme le fait la Fed, c'est-à-dire avec des taux très élevés. Et aujourd'hui, dans une situation où les taux de la BCE sont plus restrictifs que ne le sont ceux de la Fed. Dernière question, c'est pas rien à voir avec la Fed. On aura le gouverneur de la Banque de France en direct vendredi matin à 8h30, le lendemain de la BCE. C'est quoi la question à lui poser? C'est comment on peut avoir des taux aussi élevés en Europe avec un séquençage court terme de l'inflation qui soit aussi basse. Parce que si je prends la moyenne 3 mois annualisée, qui est un indicateur qui est utilisé par la Fed pour justifier le fait qu'on pourrait baisser les taux alors qu'ils ne sont qu'à 3,4%, en Europe on est déjà à 0,7%. On est beaucoup plus bas et déjà inférieur. Il faut l'annualiser ça? Oui, donc c'est annualisé. On est à 0% annualisé sur les 3 derniers mois en inflation core en zone euro. Et donc on a un chiffre qui est déjà largement inférieur aux 2%. Et donc dans ces conditions-là, comment justifier d'avoir des taux aussi élevés aujourd'hui en zone euro alors qu'on a un niveau d'activité qui est absolument stagnant depuis un an? Et bien voilà, la question lui sera posée. Question signée Nicolas Gautzmann, chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci à vous. Salut.